Salut, c'est Pierre Amiche. Pour ce nouveau numéro de Rugby Brut, j'accueille un joueur qui a marqué une ville, un club, et il faut le dire, même un pays. Il était le guerrier de l'ombre, celui qui acceptait de bon cœur de faire ce que les autres n'avaient pas très envie de se coltiner. Pour cet épisode, j'ai le privilège de recevoir Philippe Benetton, une légende à la française qui, curieusement, n'a jamais trop aimé la lumière. Alors éteignez la vôtre, le voilà qui sort de l'ombre. Bonne écoute à tous. Et pour cet épisode de Rugby Brut, j'ai le plaisir d'être avec une légende à Genèse et du 15 de France, Philippe Benetton. Salut Philippe. Bonjour. On va revenir sur ta carrière, on va peut-être même la disséquer, la passer au crible, mais on va surtout essayer de passer un bon moment ensemble. Est-ce que cet exercice, enfin, je te pose une question très bête, mais j'imagine que tu l'as déjà fait. Oui, bien sûr. Bon, alors je Bien vais sûr, bien sûr. devoir être... On le fait régulièrement. Enfin, régulièrement. Je le faisais régulièrement. Ok, je Après, vais devoir être bon. bon alors. Wow, on devrait. Normalement, ça devrait passer. Ouais, je pense, je pense qu'on va passer un bon moment. On va revenir déjà au premier temps de ta vie, ton enfance, au cœur du Lot, à Cahors. Hmm. Quand j'ai creusé pour préparer notre rencontre, il n'y a pas besoin de fouiller beaucoup pour te sentir farouchement lié à cette ville, à ce département. Euh, Aujourd'hui encore, tu as un lien fort avec le Lot et plus précisément avec Cahors. Et toujours, oui, parce que déjà, j'ai ma mère qui habite à Cahors. J'ai ma belle famille qui habite à Cahors. J'ai mon fils qui habite sur Cahors. Donc, je descends régulièrement sur Cahors pour les voir. Après les repas de famille, contacter mon fils, voir, passer le week-end avec lui. Puis après, quand j'ai un peu le temps, ben, je vais voir un peu le rugby à Cahors. Un club, on va y revenir, qui avait passé quelques joueurs de talent. Cahors, donc tu vas y passer ton enfance, ton adolescence, entre les méandres du fleuve, le mont Saint-Cyr. T'es comment, gamin? T'es quelqu'un de turbulent ou plutôt calme? Ben, les deux. les, Ça les dépend à deux. l'actif. Non, j'étais surtout un peu actif, beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'hyperactivité. C'était surtout, je ne dormais pas beaucoup. Voilà. Donc, il me fallait une activité qui me permette de me dépenser toute l'énergie que j'avais en trop dans moi. Donc, ça, c'est pour ça que sur les conseils du docteur, je me suis retrouvé sur le rugby, à faire du rugby. Et pourquoi? Parce que comment dire, euh, c'était le premier sport de la ville. C'était par rapport à ma corpulence, ben, c'était le sport qui me convenait. Et ben, à partir de là, à partir du moment, après mon premier entraînement, ben, j'ai pu redormir normalement. Voilà. T'avais quel âge à ce moment-là quand tu découvres le rugby? 6 ans. Ok, tu étais petit. J'étais petit, 6 ans, j'ai découvert le rugby à 6 ans. Bon, il faut savoir que je dormais entre 2 et 4 heures par nuit, hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'il me fallait une activité ou une dépense. Et quand je suis rentré, la première fois où je suis rentré pour mon premier entraînement de rugby, j'ai fait la sieste. Je me suis levé et j'ai mangé et j'ai fait mes 8 heures derrière. Donc là, mes parents ils étaient soulagés et ils ont pu enfin retrouver le sommeil. Ah ouais, ils ont dû devenir fous et puis ils ont dû remercier l'école de rugby de Cahors. Surtout le docteur familial, parce que j'étais sous cachet et le docteur a dit on peut pas le mettre. J'étais sous Valium déjà à 6 ans, donc le docteur a dit on peut pas le laisser toute sa vie comme ça. Donc on va lui faire un sport et puis on verra. Et ça a très bien marché. Tu es proche de tes parents, enfin tu étais proche de tes parents parce que j'imagine en plus que faire des nuits blanches, ça a dû tisser des liens assez particuliers. Euh, Tu vas donc faire tes jeunes années à Cahors, tu vas grandir dans cette ville-là et pourtant assez jeune, 19 ans, tu vas prendre ton envol, direction Agen. Euh, Comment ça se passe ton départ? Est-ce que déjà, il y a deux questions en une. La première, c'est est-ce que tu y vas que pour le rugby ou non, il y a d'autres raisons qui font que tu vas te rapprocher du SUA? Et la deuxième, c'est est-ce que à ce moment-là, tu imagines que tu pourrais un jour vivre du rugby? Non. Déjà, quand je pars de Cahors, j'ai fait toutes mes armes à Cahors, hein, de l'école de rugby jusqu'à junior, en sachant que junior à Cahors, j'ai fait 3 matchs. Parce qu'à 17 ans, avec une dérogation,
je me suis retrouvé en équipe première de Cahors, à l'époque était le groupe B, qui correspond à peu près à la Pro Après D2 de les deux. maintenant, quoi. Voilà. Donc j'ai joué là, à 17 ans. J'ai fait 2 saisons, voilà, 2 saisons avec l'équipe première. Et je suis parti. Alors, pour la petite histoire, moi, je ne devais pas aller, enfin, au départ, j'étais plus orienté pour aller au Stade Toulousain. Et le Stade Toulousain, au poste que j'occupais à l'époque, était complet. Et au SUA, c'était Michel Courtiols, je ne sais pas si tu te rappelles, Michel Courtiols, le Bègle, champion de France avec les Rapetou, qui devait aller au SUA. Et pour des raisons, l'entraîneur arrive à dire à Michel de rester une saison de plus. Et le SUA, en suivant Michel, change d'orientation et se tourne vers moi. Et donc, c'est là où je me retrouve au SUA. Donc, à 19 ans, je me retrouve à signer au SUA avec, euh, avec pour ambition de partir que pour une saison. Ok. Parce que je connaissais pas le niveau, je connaissais pas. J'arrivais dans un club familial. J'allais arriver dans un club où il y avait que des stars à l'époque, hein. Philippe Sella, Pierre Barbizier, Jean-Pierre Daniel Graton, Dubroca. Dominique Carmenet, Daniel Duroca, le capitaine de l'équipe de France. Ah, Donc c'est... j'arrive là, j'ai dit, je sais pas où je vais. Donc j'ai dit, je pars pour une saison. Et puis je suis resté 17 ans en tant que joueur. La saison s'est bien passée apparemment. Mais on va y Belle saison. revenir. On va y revenir justement. Juste avant ça, tu as cité quelques noms, Daniel Dubroca, mais aussi Laurent Seigne, Dominique Herbani, Pierre Oui. Berbizier, Philippe Sella. En gros, il y a trois des capitaines de l'équipe de France, deux qui vont devenir sélectionneurs. Il y en a un qui est probablement le plus grand joueur de l'histoire française encore à ce jour. Tu réalises à Qui est ce... le plus grand? Ouais, oui. Qui est le plus grand? Tu réalises à ce moment-là que tu joues dans une équipe de mutants, quoi. Là, c'est c'est du très, très, très haut niveau. Ah oui, et puis c'est facile, hein. Quand je joue avec eux, c'est facile. Avec Philippe Sella qui pouvait faire basculer un match avec lui tout seul. Après, on avait Daniel Duroca qui était le fédérateur de l'équipe et qui était capable comment dire, de nous amener là où il avait envie, parce qu'il avait cette force de caractère et puis ce leadership euh, où j'ai vu très, très peu de personnes l'avoir. Et après, on avait un stratège comme Pierre Verbizier qui était lui, il était capable de nous dire il va se passer ça et on va jouer comme ça et ça se réalisait comme ça. Voilà, donc on avait, je citais les grands. Oui, oui, Après il il y y a une avait, équipe sportive il y avait Jacques Graton par contre en qui est troisième ligne. passé le troisième ligne avec qui j'ai joué avec Dominique Carboni puisqu'on a fait tous les trois le trio. Euh, C'était, comment dire, Jacques, c'est mon maître, c'est celui qui m'a appris vraiment, véritablement à plaquer. Parce que aujourd'hui, j'ai plus une réputation de défenseur, de plaqueur, alors qu'au départ, j'étais un joueur avec des qualités moindres, euh, moins, moindres, et un peu moins que Laurent Cabane, quoi. J'étais dans le même profil qu'au départ. À Cahors, parce que moi, à Cahors, c'était la politique de jeu, D'ailleurs, on tu jouait au jouais vite. ballon. Mes éducateurs, ils étaient sous la méthode de Pierre Villepreux. Donc, moi, j'ai appris, j'ai fait le sport-études à Toulouse aussi, entraîné par Pierre Villepreux. Donc, j'étais dans cette habitude-là. Et, et donc, voilà. Donc, mais on m'a fait comprendre que si je voulais atteindre le haut niveau, il y avait des tâches obscures qu'il fallait que je rectifie, j'amène à équilibrer mon jeu offensif et mon jeu défensif. Et je pense que mon jeu défensif a pris le dessus sur mon jeu offensif, quoi. Tu en parles de cette volonté de jouer, de mettre du volume. C'est aussi ce qui fait la marque du SUA version Michel Couturas, qui Tout à était fait. un avant-gardiste, hein. Il demande beaucoup à ses joueurs, y compris à ses avants, ce Mm. qui paraît normal aujourd'hui, ce qui à l'époque était quand même plus rare. Il demandait à ses avants de jouer au ballon. Tu te sens bien dans cette équipe? Ah, je me sentais super bien parce qu'il y avait des, comment dire,
euh, il y avait beaucoup d'engagement de la part de joueurs. Il y avait surtout une complémentarité des postes et des lignes de jeu d'avant, où on avait des joueurs, Daniel qui était un sacré plaqueur qui était capable de jouer au ballon. On avait un pied droit qui était Laurent Seigne, qui était lui axé que sur la mêlée. On avait à gauche Jean-Louis Telot et Grégoire Lascubé qui étaient eux sur le défi physique. Après, on avait des joueurs, le regretté Bernard Mazer qui lui était dans l'étape obscure et Patrick Pujade qui était plutôt sur du jeu aérien. Et après, on avait un découpeur de hors pair, un gros plaqueur qui était Jacques Graton et Dominique Arbani qui était là pour nous faire avancer. Donc on avait des complémentarités un peu à tous les postes, à tous les niveaux, ce qui permettait d'avoir quelque chose de cohérent et de pouvoir répondre aux exigences de Michel Couturas, et qui voulait absolument qu'on fasse du jeu, mais aussi beaucoup d'engagement. Parce que la devise du club, quand même, qui était beaucoup ouvert sur le jeu, était quand même l'engagement. Il y avait deux principes qui étaient l'engagement, 100%, et avoir une grosse défense, ce qui nous permettait de récupérer les ballons et de les jouer. Ce qui est finalement une sorte de... On va dire qu'il avait vu juste avant les autres, parce qu'aujourd'hui, le rugby, quand même, c'est essentiellement ça, hein. C'est une belle Voilà, défense pour enlever les ballons voilà, faciles. aujourd'hui, c'est nous la particularité. À l'époque où j'ai commencé, on était plus sur 3 4 voire 5 joueurs qui plaquaient sur 15. Et les autres étaient plutôt sur de l'animation et faire jouer les autres. Alors qu'aujourd'hui, il faut 15 plaqueurs, quoi. Donc Dès ça, cette c'est la différence. Oui, bah le rugby évolue, les préparations aussi. On le rappelle à Des cette analyses époque-là. vidéo aussi après Voilà. dessus Et, sur l'inspiration et tout. et puis on rappelle quand même à cette époque-là qu'officiellement, vous n'étiez pas professionnel. Donc Non. aujourd'hui, Donc le plaisir est passé en premier, quoi. oui. Oui, et puis il y avait peut-être un peu moins de temps à consacrer à 100% au rugby. Il y avait des joueurs qui d'ailleurs ne pouvaient pas le faire parce qu'ils avaient un boulot à côté. Oui, Euh, puis on avait des joueurs qui s'entraînaient que 2 fois semaine, quoi. bah ouais. Et on Dès faisait cette, du haut niveau. dès cette première saison à Agen, le haut niveau, bah, ça se termine carrément par un Brennus pour toi. Voilà. À ce moment-là, on a... La plus belle finale de tous les temps, hein. Ouais. Juste avant de revenir sur la finale, il y a quand même un truc qui est étrange, c'est que tu as donc moins de 20 ans, tu joues ta J'ai t'as exactement 20, le 20 jour de la ans. finale, j'ai 20 ans et 10 jours. Ouais, c'est ça, t'as 20, ouais. C'est ta première finale, Je suis en junior gros. encore. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ta première saison avec Agen, tu es sur le banc, mais tu vas rentrer en cours de match. Tu es Hmm. champion de France avec une équipe de fous furieux. Ça va très vite. Est-ce que tu as l'impression que ça va trop vite? Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as pu savourer ce titre à sa juste valeur? Ouais, je l'ai savouré. Et puis c'était surtout un décalage total avec l'année précédente. Parce que moi, l'année précédente, je joue à Cahors et on est dernier de poule et on descend à l'époque en deuxième division, le club. Et donc je pars à Agen et je suis champion de France du groupe A, ce qu'on appelait le groupe A à l'époque. Donc il y a vraiment une marche énorme entre les deux à un an, hein, puisque un an avant, je descendais en deuxième division. Un an après, je me retrouve sur un champion de France. À sauver le Brennus. Après, on est sur qu'on s'appelle, on est sur qu'on s'appelle, des joueurs qui venait de perdre 2 finales, 84, 86. Il était champion en 82. Donc, il n'était pas possible d'en perdre une troisième. Et sur cette finale, elle a été préparée alors, euh, de façon à ce que de maîtriser les choses. C'était le début un petit peu de la vidéo parce que avec nos cassettes et notre magnétoscope, il faut bien préciser les choses, avec avancer, reculer, on n'avait pas des montages à l'époque, donc Oui. si on allait trop vite, si on appuyait trop longtemps sur le bouton, la cassette elle défilait à 2000. Et, et donc on s'était rendu compte en regardant la demi-finale Toulon contre Tarbes, on s'était rendu compte que les Tarbais avaient une grosse défense,
Les Toulonnais attaquaient de partout. Et dès qu'ils prenaient un plaquage, perdaient le ballon, la force de Tarbes, c'était de contre-attaquer. Voilà. Donc, on a dit, nous, on aimait le ballon et il fallait qu'à un moment donné, ben, on soit champion. Parce qu'une finale, c'est là où j'ai compris qu'une finale, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Et Pierre Verbizier et Daniel Dubroca, avec Michel Cotturas, nous avaient préparé quelque chose en disant, voilà, la stratégie, c'était on occupe le terrain, on les amène on envoie le ballon chez eux, et c'est à eux Les remonter, quoi. de remonter le ballon, et surtout, nous, de ne pas nous exposer sur des contres. Voilà. Et on a su tenir le truc. On a fait cette stratégie-là, hein, qui a fonctionné pour nous. Pas pour tard, parce que les Tarbés, après, disaient, Ouais. ils pleuraient, ils ont pleuré parce qu'ils disaient qu'on n'avait pas joué, mais parce qu'on avait une réputation de joueur. Et on a fait l'inverse. Ils s'y attendaient pas à ça, alors que les Tarbés n'étaient pas joueurs, ils ne faisaient que contre-attaquer. Et ils n'ont pas pu s'exprimer aussi. Ce qui a fait une finale un peu fermée, puisque c'est du 9-3 ou du 9-6. Euh, mais voilà, c'est un titre, c'est le seul que j'ai, Exactement. euh, et je suis content de l'avoir. C'était aussi, ton seul titre, mais c'est aussi le dernier du SUA. Et C'est le premier, le dernier. c'est pour ça que je te demandais si tu avais le sentiment d'avoir assez savouré, parce que tu es tout jeune, tu te dis que la carrière est encore longue, que des histoires, tu vas en connaître plein. Oui, C'est parce pas que l'année suivante, demi-finale. on perd une demi-finale contre le Stade Toulousain à Bordeaux. L'année d'après, on fait une finale 90. contre le Racing au Parc des Princes. Et après, on a eu un petit peu, c'est quand même en 3 ans, Ouais. être dans les 4 meilleures équipes euh, du haut niveau, voilà, c'est sympa, quoi, le haut niveau. Et après, il y a eu une petite traversée de désert, bon, après, qui était un peu compliquée. Et on a essayé de remettre à flot le SUA avec les différentes générations. Et jusqu'à là, on a renoué un petit peu avec le haut niveau en 2002 avec la finale perdue contre Biarritz. On va juste faire un mot, un dernier sur la finale 88. Mhm. Elle est aussi particulière parce que tu vas blesser l'arbitre du match, tu t'en souviens? Oui. Parce que Thierry Januzaj, il le percute et l'arbitre, il s'entrave dans tes pieds et il se fait sauter l'épaule. Et donc là, arrêt du temps et tout, Alors, et il doit sortir sur une mutation. il s'entrave pas les pieds, hein. Je l'aide à s'entraver les pieds. Oui, voilà. Euh, euh, Parce qu'il était toujours placé devant moi et je ne peux pas défendre. Donc, je disais, monsieur l'arbitre, poussez-vous. Et il ne voulait pas l'entendre. Donc, à un moment donné, je l'ai poussé. Et il est tombé, malheureusement, il est tombé sur. En plus, j'ai une relation avec Michel. Avec Michel, j'ai une relation particulière parce que l'année avant, moi, j'étais le capitaine de l'équipe de France, ce qu'on appelait à l'époque FIRA, hein, qui est les moins Oui, de 20 ans aujourd'hui, et enfin, ou les moins de 18, hein, parce qu'à 18 ans, après, ouais, c'est ça. on passe senior. On passait senior. Et c'était notre arbitre officiel de la fédération, où il nous accompagnait, nous, l'équipe de France. Donc, on avait une relation particulière. Et voilà, ça a été, malheureusement, et voilà, et on a changé d'arbitre sur cette finale-là. C'est la seule finale, je crois que c'est la seule, hein, où on change d'arbitre, hein. Il n'y a pas eu d'autres finales. À ma connaissance, il n'y en Alors, a pas eu d'autres. ouais, alors je connais pas toutes les finales par cœur, Philippe. Je vais pas te cacher que cette histoire-là m'a marqué parce qu'en plus c'est René Ourquet qui passe arbitre central et, Voilà. euh, et l'histoire était assez rigolote. Et puis il y a des archives encore aujourd'hui. On peut revoir si on cherche des images de cette finale-là. Le résumé de la rencontre de Pierre Salviac raconte justement la blessure de l'arbitre. Mais après, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Je vais pas me lancer là-dedans parce que ça se trouve en 1961. Alors là, franchement, j'en sais rien. Oh, je parlais entre 88 et le maintenant, Ah quoi. oui, non, mais je crois pas. Ouais, je crois que Après, c'est trop c'est- vieux. Ouais, non, mais C'est trop après, vieux pour voilà, moi. après, moi, j'étais pas né après, donc ça compte plus, en fait. Ouais. Tu l'as dit dans la foulée 88-89, le SUA va jusqu'en demi-finale. Juste pour nos auditeurs, faut bien prendre conscience que c'est pas comme le top 14. À l'époque, arriver en phase finale et dans le dernier carré, c'est un chemin de croix. Il y a un nombre de matchs considérable. Il y a des matchs à élimination directe dès les barrages, les 16e de finale. C'est Il y très, avait très. 30 ouais, il y a eu le 6e aller-retour. Voilà, c'est ça. Après, il y a eu les 8e. Après, des quarts de finale.
Demi-finale, oui, après, c'était un parcours de combattant, quoi. C'est C'est pour pas arriver dans le comme dernier aujourd'hui carré. où les Voilà, premiers sont exactement. qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, pardon, il y a les barrages qui fait office quart de finale. Et qui concerne que quatre équipes. Mais personne, Ouais. il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a que quatre équipes qui font un quart Voilà. de finale et les quatre autres font la demi-finale, quoi. Enfin, Donc, les deux autres, voilà, oui, les deux il y a- qualifiés et les deux premiers. voilà, Ce qui qui est est, un peu différent, quoi. et sans faire offense aux champions d'aujourd'hui, pour être champion en top 14, il faut faut être très fort. Mais à l'époque, tu disputais un barrage aller-retour, puis un huitième de finale aller-retour, puis un quart de finale. Enfin, c'était Exactement. Ouais. très, très Ça, c'était, compliqué. pour être Faut- champion, il fallait, après la qualification, il nous fallait gagner au moins 5 à 7 matchs, quoi. Ouais, ça paraît fou, en fait. Voilà. Mais Euh, c'est presque un championnat, quoi. C'était un deuxième c'est championnat qui ça. commençait. Et De toute après, façon, tu as connu toutes les formules, je pense, hein. Tu as connu celle-là, tu as connu celle des deux poules, tu as connu celle du top 16. ouais. Bah, tu as eu quand même un paquet de... Pas celle actuelle. Non, pas le top 14. Tu as arrêté Pas juste celle avant. actuelle, mais oui, j'ai connu toutes les formules. Ouais, c'est marrant. Mais par contre, ce qui était fantastique sur Agen, c'est que il y avait, dès qu'on rentrait en phase finale, il y avait un engouement. La ville était bleue et blanche, quoi. Il y avait un engouement, ça montrait tout l'intérêt des Agenais et du département pour le suivre. L'année 88-89 se termine sur une demi-finale perdue face à Toulouse. L'année suivante, tu vas vraiment t'imposer dans le groupe, au point d'être même appelé en équipe de France pour la première fois. Ta première, c'est face au Lion britannique de Gus Scott des frères Hum. Underwood. Cette découverte du maillot bleu, tu vas pouvoir la vivre avec certains cadres de l'équipe de France, Philippe Sella, Serge Blanco, Pierre Berbizier, Laurent Rodriguez. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta première sélection? Bon, déjà, sur ma première sélection, j'ai fait le tournoi des 5 Nations sur un match, quoi. Puisque les Lions britanniques, Ouais, c'est ce qui fait de mieux. c'est les meilleurs joueurs de l'Irlande, Écosse, Galles et Angleterre. Ce qui m'a marqué le plus sur cette première sélection, c'était une réflexion de Philippe, c'est là, qui m'a dit, attention, au coup d'envoi, tu vas baisser la tête, et quand tu vas la relever, ce sera déjà la mi-temps ou voir la fin du match. Parce qu'il faut savoir que nous, la mi-temps, c'était 2 minutes, hein. Oui, oui, le temps On, de manger une on orange. buvait même un quart d'orange et puis après, on repartait. Euh, et c'est vrai. Et c'est vrai, il avait raison. Moi, je voulais pas le croire parce que oh, ça va être facile. Mais non, c'était vrai. Coup d'envoi, j'ai relevé la tête, c'était la mi-temps déjà. J'ai rien vu passer. C'est allé à 2000 et ça va très, 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 très vite. Et il m'a fallu un certain temps pour arriver à maîtriser le très, très haut niveau et le rythme du haut niveau, quoi. À pas passer dans la machine à laver, quoi. Pas avoir l'impression de subir le moment. Non, ouais, ouais, et puis surtout, au début, et c'est normal, je maîtrisais pas toutes les choses, ce qui faisait que ça allait très vite et vouloir tout faire faisait que c'était assez compliqué. Il m'a fallu un certain temps et après, petit à petit, les choses sont posées et quand on est habitué à ce niveau-là, eh bien, on arrive à maîtriser les gestes, les choses que l'on veut faire et on a cette maîtrise-là qui fait on est un peu plus facile, quoi. Cette saison 89-90, elle est plutôt belle pour toi, puisque avec ta génération à jeunesse de folie, vous allez faire une nouvelle finale, celle mythique de 90 face au Racing, où vous faites un match un peu étrange face à une équipe qui est elle aussi très bizarre, avec les nœuds papillons, le champagne à la mi-temps, tous ces délires. C'était le Euh, rugby de l'époque. Est-ce que ça te touche, ces trucs-là? Ils arrivent avec les nœuds papillons, ils boivent le champagne à la mi-temps, ça t'emmerde ou t'arrives à t'en moquer, ça te concerne pas? Je savais même pas, après le match, on m'a dit après le match qu'il était rentré un peu en nœud papillon, mais après, je ne savais même pas, moi. Euh, Même, enfin, les trois quarts, le nœud pape, je ne sais pas qu'ils ont le nœud pape, quoi. Parce que Ouais, c'est tellement concentré sur ce qu'on veut faire que même si on a une vue, je ne m'aperçois pas qu'ils ont le nœud pape. ouais. C'est à la fin du match qu'on s'en aperçoit. Co- Voilà. Qu'il reste, enfin, c'est vraiment les images qui restent de cette finale, où c'est le showbiz qui gagne au final, face à presque l'incarnation du rugby terroir, alors que Agen, c'était pas non plus pas les paysans, quoi, tu vois.
Ce décalage entre le grand club francilien et Agen, tu le ressens toi aussi ou c'est très médiatique? Oh, c'est très médiatique, hein, parce qu'on avait les bonnes relations, puisque le président de l'époque, Labro, hein, c'est ça, hein, qui était président du Racing, a appelé notre président Guy Basquet parce qu'ils avaient un joueur, Jean-Pierre Jeunet, qui était suspendu. Et il appelle notre président en disant, voilà, est-ce que tu es prêt à accorder La grâce. la grâce un petit peu pour qu'il puisse jouer une finale parce qu'il a un certain âge et on sait qu'il n'en refera pas d'autres. Donc voilà. Et notre président a donné son accord. Et ça fait partie des choses pour lesquelles on a perdu parce que Jean-Pierre Jeunet était important sur la mêlée du Racing. Et on avait subi sur ce match-là, on avait beaucoup subi au niveau de la mêlée, quoi. Votre entraîneur dira d'ailleurs qu'il s'est trompé avec la titularisation de Laurent Saigne. Il racontera qu'il avait fini quasiment aveugle à force de prendre des fourchettes. Cette finale, c'est aussi un peu la fin d'une génération parce que la saison suivante est ratée. Vous n'arrivez pas à vous Elle est qualifier. ratée puisqu'on n'est pas qualifié. Ah oui, vous n'arrivez pas à Mais vous après, qualifier. voilà, des problèmes internes qui font que. Ça Et marchait plus. aussi un changement de génération. Ouais. Puis il y a quelques Voilà. départs majeurs à la fin 91 Mm. qui font que l'équipe change totalement. Tu t'es déjà posé la question de quitter Agen? Parce que sans trahir de secret, tu vas faire toute ta carrière au SUA. Mais est-ce que tu t'es Oui. déjà interrogé? Ben à ce moment-là, j'ai failli partir dans cette période-là, c'est, début 90, et j'ai failli partir parce que à l'époque, il y avait Narbonne qui voulait absolument que j'y aille. Et il m'avait appelé très tôt dans la saison. Et j'avais dit, écoutez, moi je suis en négociation avec, enfin, je n'étais pas en négociation parce qu'il n'y avait pas de contrat à l'époque, Oui. Tu étais mais en discussion. voilà, j'avais donné une date butoir pour avoir un travail, voilà, et enfin, j'avais un travail déjà, mais pour changer de travail, pour faire autre chose, et j'avais dit, voilà, si à telle date De j'ai pas de réponse. réponse ou quelque chose de concret, ben je me donne le droit de partir, quoi. Et comme le SUA comment dire, a tenu ses engagements, j'ai appelé Narbonne et j'ai dit, ben, désolé, j'ai qu'une parole, j'ai donné comment dire, je leur ai donné mon accord, voilà, donc je ne pourrais pas venir. Tout, voilà, voilà. Et après, en fin de carrière, à une époque, en fin de carrière, j'avais pour une trentaine d'années passées, mais j'avais le Stade Toulousain qui m'avait appelé pour y aller, pour finir ma carrière là-bas. Et il y a eu des premiers contacts, et puis ça s'est jamais finalisé. Pour revenir à cette période-là, 91, Mm. 92, c'est l'époque aussi où tu vas t'imposer petit à petit avec le 15 de France. Tu vas d'ailleurs connaître la tournée de 92 en Argentine. Là aussi, c'est une autre époque, hein, parce qu'une tournée, c'est un mois, c'est huit Mm. matchs. Tu te souviens de cette première grosse aventure en Amérique du Sud avec le 15 de France? Oui, je partais. Après, moi, j'avais trois sélections au compteur je faisais des allers-retours beaucoup, hein, entre le club et l'équipe de France, mais sans pouvoir jouer. Et puis là, j'étais parti vraiment dans mon objectif sur deux tests d'en faire au moins un pour valoriser ma préparation et tout le travail fourni avant, quoi. Et puis je suis allé vraiment sans pression, sans rien. Et puis sur le premier test, je suis titulaire et j'ai dit bon, maintenant, je vais jouer comme si j'étais avec les couleurs d'Agen. Et ça m'a libéré de pas mal de choses, puisqu'à partir de là, j'ai commencé à Enchaîné, faire ouais. des choses, à enchaîner des matchs. C'est une situation un peu bizarre parce que ton sélectionneur en 92, c'est ton ancien coéquipier, c'est Pierre Barbizier, qui débute tout Mhm. juste sa carrière d'entraîneur. Il est très jeune. Il partageait le vestiaire avec toi quelques mois auparavant. Ça se passe comment avec lui? Tu arrives à avoir une relation de joueur-entraîneur ou au début tu te dis, ah, attends, là, c'est pas mon coéquipier? Non, à partir du moment où il est passé sélectionneur, j'étais plutôt sous l'autorité du sélectionneur et non pas j'ai jamais fait part du joueur. Voilà, j'ai jamais pris comment dire,
des libertés. une assurance ou une liberté parce qu'on a joué ensemble et qu'on est champion de France ensemble. Donc, non, je respectais la fonction et à partir de là, voilà, ça se passait très bien, quoi. À tourner en Argentine. Moi, j'ai travaillé longtemps avec Pierre Berbizier, puisqu'on a travaillé ensemble à l'équipe. Pierre Berbizier m'a raconté, sans trahir aucun secret, qu'il y avait une soirée en Argentine où globalement il avait interdit aux joueurs de sortir. Et certains avaient fait le mur. Ils avaient eu le malheur de tomber sur Pierre Berbizier, qui les attendait au bar, en gros, pour faire très simple. Tu faisais pas partie des fuyards. Tu n'as pas Non. fait le mur, toi. Non, non, j'ai pas fait le mur. Trop Non, sérieux. j'ai pas fait le mur. Et puis le match, le décalage, le match, moi j'étais cuit complet, donc je suis allé me coucher. Et non, non, oui, l'histoire, il y en a quelques-uns, ils ont dit, bon, on va boire un verre quand même. Et Pierre s'est rendu compte de la chose, il est allé voir, il a bu un verre avec eux. Ouais. Et Il leur a après, il dit à les a demain. assassinés. Il les a dit demain et à demain ou à tout à l'heure. Et ceux qui avaient fait le match, donc on a fait beaucoup de récupération, nous, avec des petits jeux et de la récupération pour drainer, pour enlever les toxines du match de la veille. Et par contre, ceux qui n'ont pas joué et ceux qui ont fait le mur se sont tapés des 800 mètres, hein. Voilà, ils ont fait une dizaine, je crois. Il m'a dit qu'il les avait assassinés. Voilà. Voilà, après, ça a évité de recommencer les choses. À ce moment-là, c'est le début aussi d'une nouvelle troisième ligne en équipe de France qui va s'installer. Laurent Cabane, Marc Sassillon et toi, c'est une troisième ligne Hmm. redoutable, redoutée, pour faire un peu caricatural, parce que c'est pas toujours juste, mais toi, tu es plus dans un registre de rudesse que de finesse. Euh, Mhm. D'ailleurs, quand on interroge un peu les gens autour de toi, c'est assez beau ce qu'on dit de toi, mais c'est aussi assez violent. Daniel Dubroca dit Philippe a le visage de ceux qui ont mis la tête, où la plupart de rugbyman n'auraient pas mis les pieds. Il n'a jamais triché. Pierre Berbizier dit de toi que tu es le Philippe Sella des avants. Et je trouve que ce qui te correspond C'est le mieux, gentil. tu vas me dire si tu es d'accord, c'est la devise de Cahors. Je ne sais pas si tu la connais. C'est Nous sommes de Cahors et nous n'avons pas peur. Et je trouve que ça Mhm. résume très bien le style de joueur que tu étais. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Je sais pas, mais toujours est-il que moi, j'étais le complément de Laurent Cabane. Et Laurent Cabane était mon complément. Voilà, pour faire un joueur extraordinaire. Voilà, à deux, on pouvait faire un joueur extraordinaire. Laurent avait des qualités et des capacités à faire des choses que moi, je ne pouvais pas faire. Et j'avais, moi, des capacités à faire que Laurent ne pouvait pas, ou par rapport à son état d'esprit et sa corpulence et ses qualités physiques et de jeu, faisait qu'il ne pouvait pas le faire aussi. Donc, on était tous les deux vraiment une complémentarité et c'est pour ça que notre association a bien fonctionné, quoi. Voilà. On va faire un petit saut de puce. On est dans les années 91-92. En 93, la France gagne le 5 Nations avec une victoire de classe contre l'Irlande à Dublin. On sent qu'il y a quelque chose qui naît, une génération un peu spéciale. Et ça va se vérifier. Tournée 94 en Nouvelle-Zélande. Je ne crois pas trahir ta pensée en disant, parce que je l'ai lu, que c'était ton plus beau souvenir en bleu. Cette Mhm. tournée Enfin, ça fait partie d'un des plus beaux souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, gagner en Nouvelle-Zélande, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de nations qui ont gagné, mais gagner la série de test match, là, c'est pas donné à tout le monde. Le record qu'on a aujourd'hui, c'est que notre génération, on est la dernière équipe nationale à avoir gagné à l'Eden Park en 94, puisque depuis, Ah, ils ok. sont vaincus là-bas. Même si d'autres équipes ont gagné, même s'il y a eu d'autres équipes de France qui ont gagné en Nouvelle-Zélande, mais ils ont gagné à Wellington ou à Christchurch ou à d'autres endroits. Mais à l'Eden Park, je crois que, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est la dernière équipe de France à y avoir gagné. Et, et, et autres nations. Malheureusement pour l'équipe de France 2011, je crois que la statistique est vraie parce qu'ils échouent à un point en finale de Coupe du Oui, Monde à Eden Park et on aurait été tous très heureux qu'ils battent tout à votre. fait. Oui, parce que nous, notre record, il est bien, mais Oui, il mais s'est fait pour être battu, hein. Donc, oui, on le souhaite à une équipe de France évidemment. exactement. Cette tournée, c'est forcément un souvenir merveilleux. Aussi une rencontre douloureuse, celle avec Zinzanbrook qui, Oula. sur un plaquage, te fait un peu mal, quoi. Ben, disons que ça faisait un petit moment que je traînais une pubalgie. Et, et
sur une combinaison, enfin, sur un lancement de jeu avec Philippe Sella, on avait quelque chose qui se passait bien. Et quand il m'a donné le ballon, j'ai reçu Zizambrook. Et là, il m'a fait un plaquage terrible. Alors, dans les règles de l'art, hein, il y a pas de problème là-dessus. Mais le bassin est décalé. J'ai fait, comment dire, déchirure abdominale. J'ai fait pas mal de choses qui a fait que ça m'a tenu éloigné des terrains pendant 45 jours. C'est... Voilà. Là, c'est vraiment le genre de rencontre où t'es dégoûté parce qu'en plus, je crois que ça arrive en fin de match, 73e, un truc comme ça, où tu Ouais, sens. ouais, entre la Ah, 60 et 70e, je crois, un truc comme ouais, ça. c'est ça. Enfin, oui, oui, ou par là, parce que il y a, pour la petite histoire aussi, c'est Xavier Blond qui me remplace, Exactement. mais 2 minutes après, il ressort. Ah oui, Je- le genou en vrac, et c'est Olivier Brouzet qui finit de le remplacer. la victoire à la Pyrrhus, quoi. Vous avez gagné, mais vous y avez tous laissé un peu des plumes. Ah, il Après, y a toujours quelque chose. Moi, j'ai fini, j'étais un zèbre à ce match-là. J'avais des rayures partout. à ce moment-là, est-ce que tu te dis que cette génération peut être championne du monde? On est à On, un peu on moins d'un peut et an. on doit l'être. On peut et on doit l'être. Mais voilà. Parce que là, de 92, on bat l'Argentine chez elle. 93, on bat l'Australie. On gagne la série de tests, pas en Australie, en Afrique du Sud. Hein, puisque à Durban, on fait match nul et à Johannesburg, on gagne le match. Et 94, on gagne la série de tests à Nouvelle-Zélande. Donc, on est vraiment au-dessus, en sachant qu'on bat les Australiens à l'Afrique du Sud en France, sur les tournées d'automne. Hmm. Donc, on a une période où on est vraiment l'équipe qui domine un petit peu le rugby mondial. Cette coupe- Mais malheureusement, ouais. l'Afrique du Sud se réveille politiquement et, et ça se passe pas comme on veut. Cette Coupe du Monde, c'est une cicatrice, hein, pour toute ta génération, parce qu'il y a eu Mm. l'espoir et ce match face à l'Afrique du Sud, une rencontre que toi, tu ne vas pas disputer pour cause de blessure. 30 ans après, j'ai pu en parler avec Pierre Berbizier, avec Philippe Saint-André, avec Abdelatif Benazi. Tous ont parlé de ce match et tous ont été unanimes sur le fait que c'était un vol caractérisé, que voilà, il y avait évidemment le sportif, mais il y avait la place immense de la politique qui avait Bien sûr. lié un peu de terrain sur la pelouse. Est-ce que pour toi aussi, tu le ressens comme ça? Quel est ton regard sur ce match, tout simplement? Est-ce que pour toi aussi, Après, c'était moi, le match, je le vis dans les tribunes parce que je suis blessé oui, depuis le dernier match de poule. avec J'ai le l'Écosse, bras, le premier j'ai le bras cassé contre l'Écosse, donc je peux pas. Je rentre en France me faire opérer, puis je reviens en Afrique du Sud auprès de l'équipe. Mais voilà, on vit le match particulier parce que il y a un orage. Il pleut 3 jours par an à Durban et on est tombé sur ces fameux 3 jours. Il y avait des seaux, il est tombé des seaux d'eau. On avait des personnes sur le terrain avec des raclettes qui évacuaient l'eau. Le match, normalement, il aurait dû être reporté, mais pour des raisons financières et d'hospitalité, eh bien, ça ne peut pas se Ah oui, faire. oui. Donc Ouais. le match, il est retardé. Donc dans la préparation, c'est compliqué. Et après, tu sens sur le match que l'Afrique du Sud doit être championne du monde, quoi. Parce que tout ce qu'on met en œuvre n'est pas concrétisé par le sifflet de l'arbitre. Qui, après, derrière, on sait que voilà, il y a eu des choses qui pas très correctes et qui a permis à l'Afrique du Sud de passer ce match-là. Et après, il y a encore une autre histoire pour la finale. Ouais. Pour faire très court, la moitié, enfin, il y avait 12 joueurs de l'équipe de Nouvelle-Zélande qui sont tombés malades quelques Malade, heures avant le voilà, match. Et bizarrement, voilà. voilà. Et un agent de sécurité de l'équipe des Springboks a avoué il y a 3 ans maintenant qu'ils avaient bel et bien empoisonné les boissons néo-zélandaises avant la Enfin, pas rencontre. empoisonné, mais donner des Ouais, produits voilà, où on passe il y a plus de temps ouais, il y a chez l'accepté. Jacob que. Les années fastes de l'équipe de France désormais s'ouvrent après cette année 95 décevante.
surtout pour vous, puisque en 1997, les Bleus font le Grand Chelem. En 98, là encore, l'équipe de France s'impose. Mais c'est aussi les années un peu chat noir pour toi, parce qu'en 97, tu es frappé par une malchance incroyable. Il y a un premier match du tournoi où tu es titulaire, puis une pause où où tu repars en club, hein, comme ça se fait aujourd'hui. Et là, un joueur, Loïc Netelombos, te fracture la mâchoire sur une agression et te Et prive de... ouais, parce que nous, à l'époque, quand il y avait un match de tournoi, 8 jours après, il y avait un match tous les 15 jours. À l'équipe de France, il y avait un match tous les 15 jours. Donc, il y avait un championnat entre les matchs du tournoi. Et on se devait, parce qu'à l'époque, voilà, à partir du moment où on était en équipe de France, c'est grâce au club, donc on devait rendre au club ce que le club nous a permis de vivre. T'étais pas Et protégé, quoi. non, non, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien. Et puis, comment dire, les effectifs n'étaient pas aussi importants que maintenant, hein. Nous, on tournait sur une saison à 23, 24 joueurs, quand même, pas plus, hein. Bon, après, il n'y en avait que 21 sur la feuille de match. Donc on jouait, on devait être là. Et puis, sur un match à Périgueux, je prends un coup de poing à la mâchoire qui me fait double fracture à la mâchoire. Donc, sur ce côté-là, j'ai une fracture. Et ici, j'ai la mâchoire en deux. Voilà. Donc, elle pendait toute seule. Et donc, après examen, ben, j'ai été obligé de me faire opérer, ce qui m'oblige à déclarer forfait pour le reste du tournoi avec l'équipe de France, le tournoi de ces nations. Voilà. Tu lui en Et as, puis après, tu lui en après as voilà, voulu c'était. à ce joueur? Oui, parce que. Oui, 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 parce que c'était un acte gratuit, quoi. C'était un acte gratuit. Et puis ça a pas permis à. Ça m'a fait un coup d'arrêt, quoi. C'est, surtout que je suis dans une période où je suis là à 29-30 ans, où je suis dans la force de l'âge, où je suis un peu plus à maturité et à maîtrise de ce que je fais, quoi. L'année suivante, cette fois peut-être freiné par cette blessure, tu es mis en concurrence pour la première fois quasiment depuis 93 avec les frères Lièvremont, Olivier Magne. C'est quelque chose de dur à vivre, la concurrence. Je te pose la question parce que moi, j'ai jamais eu de concurrent parce que j'ai toujours joué dans des clubs nuls. Donc, j'ai jamais eu de bons joueurs, tu vois, qui pouvaient me dire, Ben, écoute, là, t'es trop vieux, c'est fini, tu vois. J'ai pas encore connu ça. Euh, après si tu veux, Marc et Thomas, hein, puisqu'ils mais sont arrivés ensemble en équipe de France. Et puis Marc était dans la nouvelle génération de joueurs, même si on a le même âge, hein, qui était beaucoup plus frais et dans une façon, une technique de plaquage qui était nouvelle pour nous. Nous, moi, j'étais plutôt dans un registre, je plaque, je fais mal, j'avance, je fais avancer mon équipe. Je ne suis pas là pour gratter le ballon. Alors que Marc avait la capacité de plaquer, de pouvoir se relever très très vite et de pouvoir gratter, de récupérer un ballon, quoi. Donc son gabarit lui permettait de le faire. Et ça a amené quelque chose de supplémentaire à l'équipe de France. Donc il y a eu ce concurrence-là. La vivre, est-ce que je l'ai bien vécu? Ben, comme tout compétiteur, on la vit toujours mal, hein. On la vit toujours mal parce que ça remet en cause des choses derrière, voilà, derrière, euh, ça a permis à Marc de. Parce que moi, sur l'histoire, Marc, il est remplaçant sur un France-Angleterre pour l'inauguration du Stade de France. C'est moi qui suis titulaire. Marc, moi, au bout de 17 minutes de jeu, je suis blessé aux adducteurs. Donc, je suis remplacé par Marc. Et Marc garde en 98, garde ce poste de titulaire, il réalise un très bon match. Et mais c'est lui qui garde le leadership et moi, je suis remplaçant, quoi. Voilà. C'était dans la logique. Sportivement, c'est dans la logique des choses. bien sûr. Et il y a ce qui apparaît de toute façon comme une concurrence saine, puisque ben, il y a des choix à faire. Et malheureusement, il n'y a que trois Mm. troisième lignes, hein. Donc, à partir du moment où il y a beaucoup de qualité, tu es obligé de faire des choix quand tu es sélectionneur. Bien sûr. Il y a quand même des choix qui, en revanche, sont peut-être moins logiques aux yeux du grand public et peut-être même pour toi. C'est 99. On arrive déjà en 99. Je passe un peu sous silence ces années à jeunesse parce que c'est la période, tu l'as dit, la traversée du désert du SUA où Agen n'arrive plus à se hisser dans le dernier Mm. carré.
Donc on continue avec cette équipe de France-là, 99. L'annonce du groupe des Bleus pour la Coupe du Monde tombe. Euh, Arnaud Coste et Lionel Mallier y sont. Et toi, non. Je sais même pas quoi te poser comme question en fait, parce que même des années après, je comprends toujours pas bien le truc. Moi non plus, moi non plus. Mais j'en veux encore à l'époque au sélectionneur. Et surtout après, sur la concurrence, c'était pas grave. Moi, j'avais accepté d'être remplaçant, de faire des bouts de match, de finir ce qu'avait entrepris Marc. C'était bien, parce qu'en plus, sur le tournoi, moi, sur le tournoi, on perd un match contre le Pays de Galles d'un point, un 33-32, un truc comme ça. Il n'y a qu'un type qui saute, c'est moi, je ne comprends pas. On me rappelle, parce que Thomas Guévremont est blessé avant France-Écosse, on me rappelle, moi, le jeudi soir, alors que je suis à l'entraînement, on me rappelle le jeudi soir, j'ai Joe Mazo au téléphone, qui était le manager, hein, de l'équipe de France. Et Joe qui me dit, bon Philippe, Thomas est blessé, faudrait que tu viennes demain. Eh bien, bon, j'ai pas de problème, j'arrive. Et après, il me fait un petit laïus disant, ouais, on sait que c'est ta dernière saison, que la Coupe du Monde, c'est un dernier objectif pour toi. Donc pour nous, c'est t'accompagner jusqu'à la fin. Voilà. Et France-Écosse, ça a été mon dernier match. Tu l'as vécu Puisque, comme une trahison en fait. ouais, dans ces cas-là, on On me n'y dit rien rien, dire. quoi. Oui, On voilà. me rien dit. Voilà. Donc, j'en veux un peu à tout ce monde-là parce que voilà, moi, je m'étais préparé en conséquence, je voulais faire les choses comme il faut, et on m'a interdit de faire une troisième Coupe du Monde. Sur la suite, tu l'as dit, on aborde ta dernière ligne droite en équipe de France, puisque ce France-Écosse sera pendant les matchs, mais aussi au SUA, les années passent. On est en 2002. Agen n'est plus une équipe qu'on retrouve chaque année dans le dernier carré, mais cette génération-là, cette année 2001-2002, vous allez péter la gueule à tout le monde. Vous allez écarter le Stade Ah, Toulousain en demi-finale. on avait une belle équipe, ouais. Oui, bah, je donne le 15 de départ. Tiens, comme ça, on se fait une jolie idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Première ligne, Jean-Jacques Kreinka, Rué, Hassan. Deuxième ligne, c'est du léger, c'est du délicat, Cousinet, Porcu. La Troisième dentelle. ligne, Lièvremont, Benetton, Magic Labrousse. En neuf, Mathieu Barrault. À l'ouverture, François Gélez. Aux ailes, Christophe Manas, Pépito et Lorga. Au centre, Laforgue, Stolz. Et à l'arrière, Tutou la maison. Pas mal quand même comme équipe. Oui, c'était magnifique. Encore une fois, on était vraiment une équipe qui était, par rapport au poste, complémentaire par rapport à l'autre. Voilà. On avait Jean-Jacques qui était très fort en mêlée, qui plaquait énormément, et qui était capable de jouer les ballons. Jean-Baptiste Ruet qui était vraiment exceptionnel dans l'explosivité. Et après, on avait Omar, pardon, Omar qui était notre pierre angulaire qui tenait la mêlée, qui démontait tout le monde, quoi. Et donc, on avait une stabilité. Bon, derrière, il avait Christophe Porcu. Donc, on connaît, donc c'est solide, hein, qui réglait quelques problèmes quand Omar ne pouvait pas les régler. Voilà, donc des choses en catimini se passaient. On avait aussi David Cousinet qui faisait la même chose de l'autre côté, Qui qui était nous très réglait pas mal de pédagogue problèmes aussi. aussi, Ouais, qui était qui est très très pédagogue. pédagogue aussi. Voilà. Et des fois, il suffit pas de parler beaucoup, mais il y a des mots qui pèsent plus que d'autres. Et voilà, je m'entendais super bien avec Mathieu Lièvremont, encore une fois, parce que Mathieu était comme son frère Marc, avait une capacité de plaqueur-gratteur qui était énorme. Dans ce registre-là, moi, j'étais des fois le plaqueur en second, ou alors quand j'ai plaqué en premier, lui s'occupait du ballon. Quand il s'occupait du ballon, moi, j'arrivais pour faire tomber. Donc, on avait une complémentarité défensive qui était assez liée. Hein, nos jeux s'emboîtaient, hein, à tous les deux défensivement. Et après, Mathieu, c'était aussi quelqu'un qui était très très doué ballon en main, quoi. Il était capable de faire des choses extraordinaires. Il était doué dans tout ce qu'il faisait. Il était très doué. Et
on avait aussi l'exception au milieu, qui était numéro 8, qui était Thierry. Thierry Magique Labrousse, qui était capable de rendre un ballon, un mauvais ballon, le rendre magnifique pour nos lignes arrière. Mais il avait des choses qui ne voulait absolument pas faire. Magic, c'était toutes les tâches obscures. Il ne savait pas les faire et il ne voulait surtout pas les faire. Donc avec nous, avec Mathieu, nous on s'est dit, ben, nous on va les faire. On s'est partagé les rôles. Donc on faisait un poste et demi chacun. Comme ça, voilà, ça réglait. Et on avait pas mal. Et on arrivait à faire cette complémentarité de jeu qui a permis ben, à Magic de pouvoir se développer, de pouvoir développer le jeu et de mettre dans l'avancée tout le monde. On avait Mathieu qui était exceptionnel et avec moi qui était derrière avec eux pour pouvoir asseoir tout ça. Quoi. Et donc c'était super. On est devant, encore une fois, devant, on était solide, on était costaud sur les bases. On était costaud sur les bases et on était capable de jouer au ballon. Mais quand c'était compliqué, on était capable de durcir le jeu pour pouvoir s'imposer. D'ailleurs, d'ailleurs sur cette année-là, en 2002, on fait une demi-finale exceptionnelle à Contre Montpellier. Quoi. Toulouse. Ouais, bien sûr. Contre Toulouse. Avec un jeune joueur qui doit non pas prendre la place, puisque Titou la maison est à l'arrière, mais assumer le rôle d'ouvreur d'une équipe du SUA solide, c'est François Gélès qui est un Qui, gosse, avait, hein. qui, avait, qui à 19-20 ans avait une maturité exceptionnelle et donc était capable de nous faire gagner les matchs par le jeu au pied. Hein. C'était ses tirs au but, ses drops. Et, et après, on avait pareil aussi, Titou sur la concurrence avait dit qu'il il est très bien en 10. Voilà. Donc Titou jouait en 15. Et il avait un jeu au pied exceptionnel aussi, Titou. Sur la longueur, et il nous faisait avancer énorme. Donc, complémentarité des deux postes, complémentarité des joueurs, et ça fonctionnait très très bien. Vous allez vous hisser jusqu'en finale. Franchement, Mhm. un peu à la surprise générale, hein, il faut le dire, on ne pariait pas beaucoup sur le SUA en début de saison, mais Non. au fil du temps et au fil de l'année, vous mettez des tartes à tout le monde et vous allez buter sur une immense équipe du Biarritz On Olympique. croyait, on croyait pas à nous, mais quand même, en 99-2000, on est huitième de finale. Hein, on perd à Ouais, Béziers contre Perpignan, je crois, ouais, c'est ça. Hein. Sur une saison, c'est la première saison où on était ensemble. La deuxième saison, on perd en quart de finale à Clermont-Ferrand. c'est ça. Euh, et là, la réflexion d'Albus, de retour, on s'est dit, putain, il y a un truc à faire. C'est pas normal. Il y a quelque chose à faire. On n'est pas au niveau où on doit l'être. C'est Et il y a eu quelque part une prise de conscience qui a fait que on s'est retrouvé ben, sur la saison 2001-2002. Ben, on démarre doucement. On est confronté à un problème qui est la Coupe d'Europe, hein, la petite Coupe d'Europe, où ben, on doit faire un choix entre l'Europe ou le championnat. On fait le championnat et ça nous est retourné dessus. Ça nous est retourné dessus, en sachant que l'esprit famille rugby français est très, très bien, puisque on a à la tête de l'URC un Français et il nous donne un an de suspension. Voilà. parce que vous n'avez pas joué le jeu de la Coupe d'Europe, ce qui est Mais ce que faisait tout le monde à oui, l'époque, hein. exactement ce qui a été la Mais nous, norme. nous, on a été honnête, on a essayé de dire les choses, de dire pourquoi on fait ça. On a expliqué, on a essayé d'être pédagogue, ça s'est retourné contre nous, alors que tout le monde cachait, tout le monde trichait. Oui, avec Et, les faux blessés. et Ouais. voilà. Donc, voilà, donc c'était un peu voilà pour la petite histoire. Et donc, en gros, on est sur le championnat, on tourne bien, on va chercher la demi-finale. On va chercher la demi-finale à Montpellier, où on la prépare. Nous, on avait 15 jours, 3 semaines pour la préparer. Et on la prépare bien, sachant que dans le staff, on a Christophe Delot, hein, qui sort de Toulouse et qui nous dit voilà, voilà les clés pour gagner. Et on a respecté à la lettre ce qu'ils avaient décidé, le staff, et on s'en sort très très bien. Alors oui, c'est vrai que c'était engagé, mais
C'était le passage obligé pour gagner contre le Stade Toulousain. Cette finale, c'est étrange parce que une fois de plus, tu vas disputer des prolongations en finale, ce qui est quand Mhm. même peu commun. 19-19 à l'issue du temps réglementaire, défaite 25-22 avec un drop assassin signé Mazas à la Mhm. toute Mazars, fin du ouais, match. à 10 secondes de la fin. Ouais. Euh, Mais nous, on était bien, hein. Dans les tribunes, il était moins bien, hein, par contre. ouais. Il était beaucoup moins bien, les dirigeants de la Ligue, de l'ERC, étaient moins bien parce que dans les règlements de la Coupe d'Europe, il y a une obligation que le champion du pays participe à la Coupe d'Europe. C'est une obligation. Et nous, à 10 secondes de la fin, on peut gagner le match. Et là, je ne savais pas comment faire dans les tribunes. Il y a eu un ouf de soulagement après. Biarritz a fait son match. Hein, a fait son match. Nous, on a eu fait des erreurs. Maintenant, quand, si on regarde, si on revoit les trucs, il y a des décisions arbitrales qui font que on ne peut pas gagner le match. Tu t'es senti volé sur cette finale? La finale, on la perd pas dans le match, hein, on la perd avant. On la perd avant parce qu'on a des décisions qui sont compliquées. Politiquement? Ben, quand vous mettez un arbitre et que vous apercevez que, une fois que l'arbitre a été désigné, que vous apercevez qu'il fait au même moment un Nouvelle-Zélande, Australie, le même jour, à la même heure, c'est un peu compliqué, quoi. Hmm. Pour refermer cette plaie, bon, pas une énorme plaie, hein, Mm. c'est la vie des hommes aussi. C'est la Euh, vie, c'est comme ça. Tu vas poursuivre ta carrière, mais c'est bien ta dernière finale, qui restera malgré tout, comme la finale de 90, dans la mémoire collective, comme celle marquée par un truc exceptionnel. Philippe, on arrive au terme de cette interview et il me reste deux questions. La première, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, qu'on retienne de toi? Ben, ce qu'on dit aujourd'hui, que j'ai fait ça avec le cœur, que j'ai donné du plaisir. Aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent j'ai découvert le rugby grâce à vous, j'ai joué au rugby grâce à vous. Mais moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Je suis, je suis quelqu'un qui est sur le collectif et qui a fait son travail par rapport au collectif, par rapport à l'équipe. Et si ça a permis à des joueurs, des personnes à faire du rugby ou continuer le rugby, moi, ça, voilà, moi, c'est ça, moi, ça me va très bien, quoi. Voilà. C'est pas, je suis quelqu'un qui aime pas trop la lumière. D'ailleurs, par mon jeu, ça s'est vu un peu par mon jeu, c'était plutôt du jeu, du travail obscur pour mettre La mine. dans La les mine. meilleures conditions possibles. Et je suis toujours dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, c'est pas. euh, mais si ça a permis à faire rêver des gens et à permettre à, à des personnes à faire du rugby ou à découvrir le rugby, tant mieux. Et ma dernière question, celle-là va peut-être un peu forcer ta nature, c'est que quand on fait le bilan de ta carrière de joueur, on va pas aborder celle d'entraîneur parce qu'on est déjà à 1 heure d'entretien et que bon, globalement, on va pas pousser trop loin les limites. Tu as remporté un Brennus, tu as disputé 3 finales, tu as joué près de 60 fois avec le maillot de l'équipe de France sur le dos, tu as remporté 3 tournois, tu as joué au rugby pendant quasiment 30 ans, tu as été fidèle à ton club d'Agen, à tes racines de Cahors. Si on fait le bilan, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? À partir du moment où je l'ai fait, c'est que je l'ai voulu, donc je suis fier. Oui. Je suis fier de ça parce que je pensais pas faire une carrière comme celle que j'ai faite. Euh, et puis voilà, quoi. Après, je suis content de l'avoir faite, de l'avoir réussi, d'avoir rencontré des gens extraordinaires qui m'ont permis aussi, eh ben, à tous les étages, hein, je parle des deux clubs auxquels j'ai joué, hein, Cahors et Agen. Et ben, à un moment donné, eh ben, chaque personne que j'ai rencontrée a pu construire quelque chose ou m'aider à aller de l'avant pour avoir fait la carrière que j'ai faite.
Voilà, c'était Philippe Benetton, une carrière marquée par les blessures et les coups durs, mais qui aura été si belle. De Philippe Sella à François Gélez, il est, était et restera le lien entre deux générations d'exception au SUA. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à bien noter ce podcast. Pour vous, ça change rien, c'est un clic, et puis pour moi, ça peut faire la diff. Et n'hésitez pas non plus à le partager, je suis certain que les gosses des années 80 retrouveront avec plaisir leur héros d'enfance. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rugby Brut, le podcast de Legendary Plays.